Lucien Bouchard, beaucoup de gens vous ont vu hier dans un échange très vif, certains diront très dur, avec le premier ministre du Canada à la Chambre des communes. Quand vous avez pris le beau risque, comme vous avez dit, en 83, avec votre ami M. Brian Mulroney, est-ce que vous saviez que vous preniez aussi le risque d'une rupture d'amitié? Non. Il y avait un risque politique, il y avait un risque de carrière peut-être, mais un risque politique surtout. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse nous conduire à une rupture et un affrontement personnel aussi amer que celui d'hier, par exemple. Est-ce que vous avez été surpris hier? Non, parce que je voyais venir tout cela depuis quelques mois. Enfin, je suis à la Chambre, il y a déjà eu des échanges entre nous. J'ai toujours vu que M. Mulroney n'a pas, surmonté le choc émotif que ma démission lui a causé et qu'il ne l'a jamais géré d'une façon très rationnelle. Il répond presque jamais à mes questions sur le fond, sauf que je ne pensais pas qu'à l'aube d'un débat aussi important qui requiert autant de sérénité, il puisse faire des références à des choses aussi personnelles. Mais est-ce que vous comprenez qu'il se soit senti trahi par vous? Je comprendrais aussi qu'il se fasse une idée de ce que moi j'ai ressenti, parce que moi, je ne suis pas parti pour rien. Je ne suis pas parti parce que j'ai éprouvé un plaisir sadique à partir. Je suis parti parce que j'étais obligé. J'étais obligé par les conditions qu'il avait lui-même créées, de sorte que les sentiments qu'il peut avoir, moi aussi, je les ai eus. Mais j'ai pensé que cette rupture, pour personnelle qu'elle soit, doit rester quand même politique. Enfin, c'est important, la politique, mais les rapports personnels, c'est aussi important. Et ça peut se superposer en général, mais en politique, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas le faire, et surtout lorsqu'il s'agit de l'exercice du pouvoir. Oui. Est-ce que vous regrettez, par exemple, d'avoir convaincu tant de Québécois en 83 d'appuyer M. Mulroney? Vous avez convaincu, entre autres, beaucoup d'indépendantistes. Vous leur avez dit « prenez le beau risque ». D'ailleurs, vous avez dit de M. Mulroney à cette époque-là, peut-être faut-il vous le rappeler, M. Mulroney a une sensibilité extraordinaire pour comprendre le Québec, comme peu d'hommes politiques l'ont compris au Canada. Ça date de 88 quand même. Ah oui, j'ai dit des choses comme ça, j'en ai écrit d'autres pour lui aussi. Et oui, avec le recul du temps, je le regrette, c'est sûr. J'imagine que si c'était à refaire, compte tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque, je recommencerais, parce que je l'ai fait de bonne foi et je n'étais pas le seul. Vous avez dit le beau risque, c'est pour moi qui ai qualifié la démarche, c'est M. Lévesque qui l'a qualifié. Et la qualifiant, il l'a légitimé. Aujourd'hui, oui, je le regrette, parce que je pense que le beau risque, ça n'a pas marché, parce que je pense que la bonne foi des Québécois et des Québécoises a été surprise, qu'on s'est tous trompés et qu'il faut recommencer maintenant. Et tout ça, au bout de tout ça, il y a ce brouillon là, informe qui nous vient de Charlottetown. Et puis, il y a ces invectives qui sont dirigées à ceux des Québécois et des Québécoises qui ont élu M. Mulroney. À l'époque, on était courtisés. Aujourd'hui, on veut détruire le Canada. Oui. Mais M. Bouchard, M. Mulroney n'a jamais changé son option. Il a toujours été fédéraliste. Par exemple, si on regarde votre carrière, en 68, vous avez appuyé M. Trudeau. Vous étiez même, je crois, vice-président de la commission politique du Parti libéral du Canada. Oui. En 70, vous avez appuyé M. Bourassa. Après, vous avez pris votre carte de membre du Parti québécois. Oui. Et en 83, donc, vous avez rejoint votre ami M. Mulroney. 84, surtout. 84. Oui. C'est plutôt vous qui avez changé, non? Ça peut sembler comme ça, mais en réalité, moi, je n'ai jamais changé. Revenons à lui tout à l'heure, si vous voulez. Mais au fond, tous ces parcours successifs, ce sont des décisions que j'ai prises, moi, à l'occasion de circonstances que nous avons tous vécues ensemble. Enfin, on a tous fait cela. M. Lévesque était libéral. Avant de devenir indépendantiste et de créer son parti, j'étais libéral au début. Toute la jeunesse québécoise était libérale des années 60. C'était la réforme, etc. Oui. Bon, et après, je suis devenu péquiste, devenu indépendantiste parce que je trouvais que ça ne marchait pas. M. Trudeau, pourquoi M. Trudeau? Parce que, rappelons-nous qu'à l'époque, il y avait Jean Marchand aussi. Il y avait Jean Marchand, M. Trudeau, M. Pelletier que je connaissais moins. Mais c'était la promesse d'envoyer à Ottawa des gens forts, des Québécois francophones forts, intelligents, qui gagneraient. On en avait assez de perdre. Oui. Eux autres allaient gagner, c'était des gagnants. Alors, on les a appuyés, mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'ils se tournaient contre le Québec. Alors là, il a fallu changer notre fusil d'épaule et appuyer M. Lévesque. Oui, mais Lucien Bouchard, il y a peut-être des gens qui vont se dire, tout à coup, s'il y a un oui au référendum, donc si vous perdez le référendum, il y a des gens qui vont se dire, mais peut-être que M. Bouchard va s'en aller au Parti libéral parce qu'il va vouloir s'ajuster à la société telle qu'elle est après le 26 octobre. Non, parce que ce que vous avez fait après le référendum, c'est vous ajuster au Québec
qui avait dit non, quand même, à l'époque. M'ajuster au Québec qui est fidèle à lui-même, à ses racines, et qui veut s'épanouir comme société et comme peuple. Ça a été mon fil conducteur à moi. J'ai évolué dans le sens de l'épanouissement du Québec, pas du recul. Alors, si on dit oui, je reculerai pas, moi. C'est-à-dire? Parce que dire oui, ça va être reculer. Dire oui à cette entente, là, cet amas, là, on n'a même pas l'entente elle-même, c'est quelque chose qui n'est pas fini, les fils pendent de partout. Si on dit oui à cette histoire-là, ça va être la fin de quelque chose. Ça va être la fin de nos rêves de jeunesse, ça va être la fin de ce pourquoi on s'est battu, ce pourquoi on a évolué dans une société qui se construisait. Moi, je pense que ça va être l'éteignoir, si on dit oui. Oui. Alors, moi, je ne vais pas m'éteindre. Donc, ce ne sera pas la fin de vos ambitions politiques, alors? Ce ne sera pas la fin de ma vie personnelle, en tout cas, puis de mes idéaux, puis de ce que je veux faire. J'ai une famille, j'ai des enfants, enfin, je veux construire pour l'avenir. Je préférerais construire collectivement. S'il faut construire individuellement, on verra. S'il faut rentrer sous sa tente, on verra. Mais moi, je pense que pour le moment, ça, c'est des conjectures intéressantes. C'est agréable de spéculer qu'est-ce qui va arriver ici. Saint Thomas l'appelait la science des futuribles. Non, mais il y a des gens qui attendent de dire oui ou non, écoutez, en sachant peut-être ce qui peut se passer après. Je pense que les gens ont raison de s'interroger ce qui va se passer après, pas ce que les individus vont faire. Enfin, ça, c'est très épisodique. Mais quelle sera la conséquence d'un oui et d'un non? Oui, ça, c'est très important qu'on en discute. Oui. Est-ce que l'ambiguïté des Québécois, regardez les sondages à l'heure actuelle, quand même. Il n'y a rien, il n'y a pas actuellement, il n'y a rien qui ressort de définitif. Hein? C'est que 54-46 ou 52-48. Est-ce qu'elle n'est pas toujours là, cette ambiguïté-là? Oui, c'est un démon du Québec d'être ambigu. Et moi, c'est un démon que je veux combattre. Est-ce que ça n'a pas été votre propre démon? Oui, c'était mon démon. Moi aussi, j'ai d'abord terrassé mon démon avant de m'attaquer à celui du Québec. Et moi, j'ai clarifié mes ambiguïtés. J'ai fait un peu tard. Peut-être suis-je tardif dans mes évolutions. J'ai des enfants tard. J'ai quitté la vie professionnelle tard. Je suis arrivé à la vie publique tard, à la politique tardivement. Bon. Mais moi, j'ai réglé mes problèmes d'ambiguïté. Parce que là, moi, je travaille sans filet. Je risque tout dans l'élan souverainiste. Qu'est-ce que vous risquez? Je risque toute espèce d'espérance politique que je pourrais avoir, que je pourrais entretenir. Et il n'y aura pas beaucoup de carrière politique pour quelqu'un comme moi si la souveraineté n'arrive pas. En fait, même s'il y en avait, j'en voudrais pas. Parce que ça ne m'intéressera pas. Je ne veux pas tenir la boutique, moi. Moi, je ne veux pas changer 4,30 sous pour une pièce, là. Gérant d'une succursale à Québec dans une fédération qui serait conçue comme celle que M. Bourassa nous a ficelée à Charlottetown, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et vous n'êtes pas né pour l'opposition? L'opposition, vous savez, c'est du sur-place. C'est pas d'aller sur place. Oui. Parce que vous avez déjà déclaré, les gens de ma génération, ce n'est pas un ministère qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Oui, le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de changer des choses profondément dans la perspective de ce qu'on souhaite pour notre collectivité. On a tellement de changements à faire au Québec. On a tellement de choses à redémarrer au Québec. On n'a pas réfléchi politiquement depuis 20 ans. Le système d'éducation, on sait ce qu'il vaut. On a mis des fortunes là-dedans. On a mis nos espérances, nos espoirs des années 60. On a tout mis. Puis les résultats sont ce qu'ils sont. Enfin, ils sont médiocres. Ils sont pas nuls, mais ils sont médiocres. Ils sont tellement pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré. Alors, il faut refaire le système d'éducation, en faisant attention de ne pas tout arracher, là, comme on l'a fait dans les années 60, gardant ce qui est bon, parce qu'il y a des choses bonnes dans cela. Et puis, il faut s'ouvrir sur le monde. Enfin, c'est pas normal que le Québec soit nombriliste comme il a été pendant toutes ces années. Et moi, j'accuse le fédéralisme de cela. Les gens nous disent, ils veulent se séparer pour se renfermer. Au contraire, je pense que le fédéralisme a agi à la façon d'un verrou sur les aspirations internationales du Québec. Il faut passer par Ottawa pour aller dans le monde, nous. C'est un grand détour, ça. Puis filtré par l'appareil anglo-saxon qui est là. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, au fond, que vous regrettiez d'avoir cru ce que vous êtes... Ce que je veux dire, je me suis trompé. Mais vous avez dit... J'étais naïf, je me suis trompé. Enfin, un geste de confiance comme celui-là. Mais la naïveté en politique, surtout quand on y vient tard, est-ce que ça justifie? Non, mais on la perd. On la perd. C'est une chose qu'on perd assez rapidement, la naïveté en politique. Et je pense que nous, là, on fait des bouts de vide, comme on dit au Québec, là. Et est-ce que vous croyez que le cynisme, alors, en politique, c'est un bon garde-fou? C'est ce que je déteste le plus, le cynisme. J'abhorre le cynisme en politique. Le cynisme nous a conduits là où nous sommes. On ne sait même pas où on est. On ne sait même pas ce que M. Bourassa veut. On ne sait même pas où il nous conduit. On ne sait même pas s'il n'y a pas un calcul au 3e degré dans ce qu'il nous propose actuellement. Le cynisme va nous tuer au Québec si on ne se réveille pas à temps.
Mais M. Bourassa est élu par les Québécois. Les sondages Il actuels, a été ce sont battu des... 2 fois personnellement. Il ne faut pas exagérer, là. M. Bourassa est aimé par les Québécois. Ou... J'ai dit, il a été Il n'y a élu. pas une grande complicité. Il a été élu. Il n'y a pas une grande complicité entre le Québec et M. Bourassa. Oui. M. Bourassa a été battu 2 fois dans son comté personnellement. Il a été élu par défaut sur les brisés de l'échec du rêve péquiste en 85. On sait ce qui est arrivé. Le M. Bourassa, première manière, était mieux que le deuxième. Il était moins cynique. Il voulait faire plus de choses. Il était, il me semble, plus transparent. On s'est imaginé, au début de son retour en politique, qu'il avait changé. Il n'a pas changé. Il est encore plus cynique qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que vous n'êtes pas dans une position très difficile? Parce que vous êtes à Ottawa, votre cœur est à Québec. Vous menez à Ottawa, vous l'avez dit, quand on est dans l'opposition, on fait du surplace. Au Parlement, vous faites du surplace. Mais quel est votre repli? Monsieur Parizeau est chef du parti. Je ne le fais pas dans le but de faire une carrière politique. C'est ça qui trompe tout le temps tout le monde. Mais enfin, quand on est en politique, c'est pour prendre le pouvoir, tout de même. Pour prendre le pouvoir. Ça dépend, je vous l'ai dit. Pas n'importe quel pouvoir. Pas le pouvoir des limousines, puis le pouvoir des titres et des fonctions. Ça ne m'intéresse pas. À Ottawa, ils sont une quarantaine de ministres. Il y en a quelques-uns là-dedans qui ont un peu de pouvoir. Quelques-uns seulement. Les autres, c'est des paravents. Ils le savent eux-mêmes. Ça va les choquer que je le dise, mais ils le reconnaîtraient eux-mêmes dans l'intimité. Non. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de changer quelque chose de fondamental, surtout dans une société comme la nôtre qui ne s'est jamais décidée, qui a toujours viré en rond, qui a toujours hésité entre l'écorce et l'arbre. Là, c'est le temps de décider. Et moi, je voudrais être un catalyseur de décision. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, il y a le système d'éducation qui est à repenser, mais toutes ces discussions politiques qui n'existent pas, parce que là, on ne parle justement que de constitution, est-ce que, de toute façon, c'est pas indépendant de la structure politique dans laquelle on sera? Est-ce qu'il ne faudrait pas les avoir? Est-ce que quand on croit au Québec de la façon dont vous y croyez, ce ne sont pas ces choses-là ce sont pas de ces choses-là qu'on doit parler aux gens? Bien, moi, j'aimerais qu'on en parle. Je sais bien que c'est, dans le fond, ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important que l'avenir et l'éducation des enfants? C'est plus important qu'un bout de papier, ça, que négocient des gens dans des salons en fumée. Mais on ne pourra pas accéder aux vraies choses tant qu'on n'aura pas crevé cet écran qui nous empêche d'y arriver. Puis l'écran, c'est l'abcès constitutionnel. Les Québécois soignent leur abcès, puis ils veulent le conserver, puis ils veulent pas. Là, il faut le lancer, l'abcès. Il faut régler cela. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive parfois de rêver momentanément à changer de peuple? C'est-à-dire d'avoir un peuple qui se branche davantage? Non, je l'aime, mon peuple. Je l'aime, mon peuple. Je trouve que c'est un peuple formidable. Oui, mais vous êtes pressé. Vous avez tout fait en retard, dites-vous. Oui. Vous avez, je veux dire, le temps joue contre vous. Je l'ai fait en retard, mais j'ai peut-être pas perdu mon temps tout le temps. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu, j'ai voyagé, j'ai réfléchi, enfin, j'ai vécu aussi quand même. On peut se développer ailleurs que dans la vie publique. Sans aucun doute, M. Bouchard. Et peut-être même plus qu'ailleurs, plus là que dans la vie publique. Oui, mais est-ce que quand on est dans la vie publique, on ne doit pas beaucoup sacrifier de sa vie privée? Ah oui, ça, c'est le drame de tous les gens qui sont dans la vie publique. Tous les gens ont peur que leur mariage casse. Les gens ont peur de ne pas voir leurs enfants. Ils s'inquiètent de ce qui va leur arriver. Et c'est ce qui arrive beaucoup. C'est une situation très, très précaire. C'est très, très difficile. C'est très dur. Et il faut un entourage qui le comprend. Ça prend une femme qui comprend. Les enfants ne comprennent pas. Ils pleurent quand on part. Et ils pleurent quand ils nous voient à la télévision parce qu'on n'est pas là, en faisant semblant d'y être. Alors pourquoi fait-on de la politique? Bien, on le fait pour eux. On le fait pour eux. Moi, mon rêve, au fond, c'est que mes enfants n'aient pas à passer leur vie avec la politique dans les tripes, comme je l'ai eu. C'est-à-dire des ambiguïtés, des angoisses, des décisions à prendre. Moi, je voudrais leur éviter ça parce que j'aimerais mieux qu'ils fassent des physiciens, qu'ils fassent des musiciens, que tous les enfants du Québec fassent autre chose que des politiciens. On a formé des politiciens au Québec. On a les plus grands politiciens de l'histoire du Canada. J'aimerais qu'on en ait formé plus, des écrivains, des chercheurs et moins de politiciens. Vous dites que vous allez en politique justement pour vos enfants. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller en politique à cause de leurs enfants, justement, pour être avec eux. Oui, mais la politique va leur tomber dessus quand même. Si on ne règle pas notre problème, on va le vivre d'une façon indéfinie. Puis ça coûte cher, ça, même au plan personnel, au plan des enthousiasmes personnels, au plan de la possibilité d'offrir des perspectives à nos enfants. Vous savez, si on les enferme au Québec, aussi le bien-être social, c'est pas là qu'on va réussir, hein? Il faut les lancer dans le monde, il faut leur donner de l'enthousiasme, de l'ardeur, de la fierté, désir de vaincre. Les héros vaincus, moi, j'en ai assez de ça. Monsieur Bouchard, si vous voulez, nous allons maintenant faire une pause publicitaire. Revenez-nous tout de suite après. Raison Passion ce soir avec Lucien Bouchard. Les héros fatigués, avez-vous dit, Lucien Bouchard? Vaincus, plutôt. Oui, le mot est plus fort. Vous n'en voulez plus. Vous faisiez allusion, je suppose que vous pensiez à M. Lévesque? Bien, comment éviter de penser à lui?
Parce que ça a été un héros, M. Lévesque. C'en était encore. Il inspire tout le monde encore. On l'a adulé. On l'adule encore même plus aujourd'hui qu'avant. Il nous inspire encore. Pourtant, quand il nous a demandé de le suivre dans le combat final, on lui a dit non. Puis on lui a dit, allez-y tout seul, M. Lévesque. Évidemment, il a été vaincu. Et parce qu'il a été vaincu maintenant, on l'aime peut-être plus qu'avant encore. Alors, ça, il y a une pathologie là-dedans. Moi, je ne suis pas assez versé en psychanalyse là, pour comprendre démonter tout cela, mais... L'inconscient collectif? Ce que je comprends, c'est que c'est malsain et que je voudrais qu'on ait moins de héros, mais des gens qui gagnent. Mais nous aimions aussi M. Trudeau. Oui, mais c'était l'anti-héros. Oui, c'était l'anti-héros. C'était un héros aussi, mais on en avait besoin pour bien faire paraître M. Lévesque et peut-être pour le faire battre. Ça nous prenait un héros pour battre M. Lévesque. Puisqu'on aime les héros vaincus, il nous fallait un victorieux. Alors on a choisi M. Trudeau, on l'a bien choisi. Il était assez bon là-dedans. Et vous, dans l'imaginaire des Québécois, vous seriez quoi, alors? Je ne sais pas. Moi, j'ai de la difficulté à me percevoir dans tout ça. Moi, je vais vous dire bien franchement, je me vois avec beaucoup de modestie dans cette démarche-là. Beaucoup de modestie. Je suis prêt à... Mais un homme politique trop modeste, c'est peut-être pas une politique efficace. Disons avec relativité, parce que j'ai un certain sens de l'histoire et je sais qu'on n'est pas grand-chose. Là, on est un frisson sur l'eau de la politique et des temps. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur mon importance et tout. Bon. Ce que je pense, par exemple, c'est que je peux apporter une contribution. Les circonstances font en sorte que je peux apporter une contribution, entre autres, à faire battre cette entente-là. Là. Quand même que je n'aurais fait rien que ça dans ma vie. Si je peux contribuer à faire battre cette affaire-là, je vais être très content de moi. Et très content du Québec. Oui. Mais comment allez-vous faire, vous? Durant la campagne? Bien, je vais faire campagne sans arrêter, jour et nuit, s'il le faut. Je vais me promener partout au Québec. Je vais accepter toutes les tribunes. Non, mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui vous semble le plus négatif dans cette entente? Ah, c'est l'esprit de l'entente. L'esprit de l'entente qui est de mettre un couvercle sur nos aspirations, entre autres, des 30 dernières années, de briser la continuité des Lesage. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Lesage. J'ai beaucoup été impressionné par lui. C'est lui qui m'a amené au Parti libéral. J'ai admiré cet homme qui était fier, qui était fort, fédéraliste, mais enfin, qui avait été formé à Ottawa, qui s'était aguerri la politique là-bas, qui est arrivé au Québec, qui a su réunir autour de lui une équipe extraordinaire, puis qui nous a lancés sur cet élan-là, qui est en train de se briser si on accepte ce que Robert Bourassa nous propose. Robert Bourassa, la première personne avec laquelle il rompt, c'est Jean Lesage, s'il nous fait passer ça. Oui. Il y a des gens, Lucien Bouchard, qui disent que votre vision des Québécois est une vision de quelqu'un qui est en dehors de la grande ville, parce que Montréal, actuellement, avec ce que ça veut dire, avec le cosmopolitisme de Montréal, et ce qui s'en vient dans l'avenir, quand même. Nous ne nous reproduisons plus beaucoup, les Québécois de souche, comme on dit. Que cette vision du Québec à venir, ça n'est pas le peuple dont vous parlez, vous. Bon, le peuple dont je parle, c'est tout de même... c'est tout le monde, d'abord. C'est pas limité pour moi. Le peuple du Québec, c'est tout le monde. Mais vous avouez que votre vision a changé depuis que vous vivez à Montréal, par exemple. Je crois que vous l'avez déjà déclaré, ça. Oui. Ça a provoqué une évolution dans ma perception des choses. D'abord, j'ai vu à quel point Montréal est devenu très cosmopolite, à quel point il y a des gens qui sont joints à nous, qui viennent de partout dans le monde, à quel point le problème de l'intégration se pose, et à quel point ils vont être tolérants puis ouverts, puis il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine-là. Mais j'oublie pas non plus 85 des Québécois qui sont des francophones. J'oublie pas ça. J'oublie pas que ça fait au-delà de 300 ans qu'on est ici, puis nous aussi, on a des droits, nous aussi, on a des aspirations. Et je pense qu'on peut facilement les réconcilier avec celles et ceux des gens qui arrivent avec nous, à la condition, cependant, qu'on prenne nos décisions. Il faut qu'on prenne nos décisions pour ça. Est-ce que vous croyez qu'on aurait des leçons à tirer des leaders autochtones dans la façon dont eux négocient? Ben oui, on peut faire des boutades, puis on peut dire que... Non, mais sans boutade. Sans se tromper, qu'Ovid Macready est un bien meilleur négociateur que Robert Bourassa. Je pense qu'il en a fait une démonstration éclatante. Non, moi, je voudrais pas qu'on soit... Parce que si on faisait ce qu'ils ont fait, ça ne marcherait pas. Écoutez, la violence, la démagogie, non. Moi, je refuse ça. Non, je nous refuserais ce moyen. Je crois que le meilleur moyen d'arriver à nos objectifs, c'est la sérénité, c'est le sérieux, c'est d'examiner avec beaucoup d'objectivité l'entente qui va être là, de discuter sans passion, de refuser d'entrer dans le champ des insultes. Je n'ai pas voulu répondre hier à ces insultes-là à la Chambre. Et il faut maintenir un ton qui va nous permettre de prendre une vraie décision dont on sera fier après. Oui. Est-ce que vous avez peur de cette déchirure dont on parle tant et dont beaucoup de gens se préoccupent quand même? Entre les Québécois? Oui, bien sûr. Moi, je ne pense pas qu'ils vont être déchirés autant qu'ils l'ont été en 80.
D'abord, tout de même, c'est pas un projet de société qu'on nous propose. Vous savez, c'est pas un choix transcendantal. C'est un bout de papier informe, qui n'est pas fini, puis qu'ils vont vouloir continuer d'écrire après qu'on leur a donné un mandat en blanc. Voyons. Donc là, on n'est pas dans un débat, là, vous savez, où manichéen, le mal et le bien, etc. Ça reste une question pragmatique qu'il faut trancher. Et je crois que les Québécois vont être pas mal unis autour d'un nom. Ça, moi, je pense qu'il y a un mouvement, un glissement qui se fait d'une façon irrémédiable vers le non. Mais M. Bouchard, il y a un an, vous disiez que jamais M. Bourassa ne ferait les offres, ce type d'offres fédérales, ne ferait ses offres aux Québécois. Que jamais M. Mulroney... M. Bourassa. Ah oui, M. Bourassa, je me suis trompé. Parce que là, vous dites, ils vont pas... Ah oui, mais là, vous dites, il va y avoir un glissement sur le nom. J'avais encore un peu de naïveté l'an dernier, vous savez. Bon, puis, si je comprends bien, vous en perdez tous les jours. J'en perds tous les jours. Oui. Il en reste à peine. À la fin de l'émission, je ne sais pas s'il va en rester une once. Écoutez, on va essayer de vous protéger un peu, mais quand même. Vous savez, qui aurait pensé que Robert Bourassa, qui avait fait le discours du mois de juin, jamais plus le Québec, puis d'égal à égal, puis je n'aurais plus négocié à 11, et qui a fait adopter le rapport Allaire, qui l'a signé, qui a signé le rapport Bélanger-Campeau, qui a fait passer la loi 150, qui y aurait pensé? Puis qui a rejeté toutes les offres qui sont venues d'Ottawa depuis l'an dernier, y compris la dernière, hein, dominatrice, l'a-t-il qualifiée. Oui. Maintenant, il vient d'accepter cela. Qui aurait pensé cela? Oui. Monsieur pas Bouchard, grand monde, hein? Est-ce que ça vous rend mal à l'aise de voir que dans les sondages, vous êtes plus populaire que M. Parizeau? Oh, un peu dans la mesure où, plus autrefois, parce que maintenant, j'en ai parlé avec M. Parizeau, on s'entend bien, vous savez. M. Parizeau, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un homme d'honneur, c'est un homme civil, c'est un homme qui a les perspectives larges et qui voit grand pour le Québec. Et je pense que lui, comme moi, on ne se voit pas personnellement dans tout cela. On pense à l'objectif qui est commun. Oui. Donc, ça importe peu, ces choses-là, finalement. Revenons quand même à votre ami, M. Mulroney, quand même. Ça a été un ami de 30 ans. Oui. On ne peut pas croire, vous dites, il gère mal cette rupture, mais on ne peut pas croire que pour vous, si vous étiez son ami, ça a été aussi facile que vous avez eu l'air de le dire au début. Ah, ça n'a pas été facile. Si j'ai eu l'air de dire que c'était facile, je me suis mal exprimé parce que ça a été, et c'est difficile. Vous lui êtes redevable de quoi, en fait? Ah, bien, écoutez, là, la comptabilité des services rendus, moi, je ne me livrerai pas. Je ne veux pas me livrer à cela. Parce que lui, il fait une comptabilité, mais c'est toujours en partie double, une comptabilité. Lui, il n'a qu'une partie. Moi, si je voulais faire la liste des choses que j'ai faites pour lui, je pourrais aussi le faire, mais ça va nous mener où? C'était désintéressé, ce qu'on se faisait mutuellement. C'est une amitié de 30 ans que je ne renie pas. Il y a eu des choses formidables dans notre amitié. Je voudrais pas au moins entacher ce qu'on a fait ensemble. Pour le reste, on verra. Monsieur Bouchard, est-ce que vous êtes quand même inquiet à 1 mois et demi? On est toujours inquiet en politique. On vit dans la précarité. Une des premières choses qu'il faut se donner en politique, c'est le moyen de résister à l'angoisse. Il y a une forme d'angoisse perpétuelle. C'est très, très intangible. Mais au fond, je suis inquiet plus pour moi. Je suis inquiet, est-ce que je ferai le travail qu'il faut faire pour les convaincre? Mais les Québécois, eux, je me fie à eux. Lucien Bouchard, merci d'avoir participé à cette première émission.